Bonjour, je suis Frédéric, psychologue clinicien du travail. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont vécu ou vivent un burn-out d'origine professionnelle. Ici, on prend le temps de raconter son histoire, comment ça a commencé, comment on a traversé les événements et ce que l'on aimerait partager avec d'autres. Je défends une idée simple mais qui me semble essentielle, le burn-out vient du travail, pas des fragilités individuelles. Alors, pas de chichi, pas de filtre, juste des récits bruts, authentiques et humains. Bienvenue dans Paroles de Burn-out, bonne écoute. Dans cet épisode, Juliette, ancienne infirmière en réanimation, raconte comment l'épuisement a fini par la rattraper après 20 ans de métier. Une plongée dans le quotidien des soins intensifs entre surcharge émotionnelle, perte de sens et silence institutionnel. Voici la première partie de son témoignage. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Plaisir Merci. de te recevoir, donc plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je propose que tu commences par te présenter un peu. Et en fait, de métier, je suis infirmière. J'ai travaillé pendant 20 ans en réanimation médicale. Et puis, à un moment, il a fallu faire une pause forcée. La pause, je l'ai fait par une dispo de droit. Je suis partie travailler avec mon mari dans le service à la personne. Voilà, j'ai découvert un autre milieu, mais finalement, qui rejoignait quand même certains points sur le relationnel. Donc, c'est ce qui a fait l'équilibre. Et puis, derrière, j'ai réfléchi sur un projet que j'avais découvert au décours d'un bilan de compétences en 2019. Qui me paraissait pas possible à ce moment-là parce que mon mari s'était monté en auto-entreprise. Donc voilà, pilier financier, il y a plein de questions qui se posent quand on a une petite famille, un crédit de maison et tout ce qui va avec. Après, avec le recul, je me dis que j'ai été bien bête, mais bon voilà, c'était pas le moment, c'était comme ça. Et ce projet est revenu les 6 derniers mois de mode dispo. Je me suis fait financer en fait mon CAP esthétique pour pouvoir avoir mon ticket d'entrée à son entrée en école esthétique, mais cette fois-ci pour aller passer mon certificat de socio-esthéticienne. Donc toi, tu es infirmière en réa depuis un certain nombre d'années. Puis un jour, ça craque, tu te mets en arrêt par ailleurs. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui t'a amené à te mettre en arrêt? Et c'est simple, je me suis réveillée ce jour-là, je devais emmener mon petit garçon chez l'orthodontiste. C'était un mercredi, j'avais travaillé les 2 jours d'avant, donc en travaillant 12 heures jour-nuit. Et j'ai pas compris, en fait. J'ai contacté une collègue qui était en arrêt pour prendre de ses nouvelles, et en fait, les choses se sont inversées. On parlait de choses diverses, et d'un coup, en fait, les larmes sont venues. Enfin, je me suis effondrée, à pas savoir, en fait, ce qui m'arrivait du tout. Et ma collègue qui connaissait un petit peu, voilà, mon état de fatigue, en fait, elle m'a dit, il faut que tu ailles voir ton médecin, parce que là, ça va pas du tout. Donc, sur le moment, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'elle me répond? Et j'y suis pas allée sur le moment, j'ai emmené mon petit, donc par contre j'étais très mal parce que en fait c'est plus fort, enfin c'est des larmes, ça se retient pas, quand ça part, ça part, et j'avais qu'une angoisse, c'était de m'effondrer et de pleurer dans la salle d'orthodontiste. Heureusement il y avait heureusement il y avait personne, mais c'était vraiment voilà, c'était vraiment j'étais à fleur de peau. Et c'est le lendemain matin, quand j'ai conduit mon fils à l'école. En fait, mon centre médical est non loin et j'avais le poids de l'angoisse. Et ça commençait vraiment à me faire peur parce que je sentais que ça m'appuyait sur la poitrine. Donc forcément, des formations professionnelles. Donc là, en fait, je suis allée tout de suite, s'il y a possibilité de voir mon médecin. J'ai expliqué à la secrétaire qui a compris, enfin je pense qu'après à ma tête, elle a compris que ça allait pas du tout. Et du coup, elle m'a fait patienter dans une petite salle annexe. Ma médecin est venue me voir et en fait, quand elle a posé la question, qu'est-ce qui vous arrive? Et là, rebelote, boum, c'est parti. Enfin voilà, donc là, elle a compris, elle m'a dit, allez, venez avec moi, je vous prends tout de suite. Et voilà, donc une tension qui était au plafond, hein. J'étais, je crois, 18-19 de tension, enfin ça allait pas du tout. Et en fait, voilà, le peu qu'on a pu échanger, elle a compris tout de suite. Qui s'est effondré pour toi en fait ce jour-là? Et en fait, c'était l'incapacité de retourner bosser, de se rendre compte que en fait le trop-plein il est atteint et que plus les heures avancent et plus vous êtes en train de vous dire que vous allez plus pouvoir retourner bosser. Enfin, c'est compliqué, mais voilà. Donc les 10 premiers jours d'arrêt, sur le moment, ça pose. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai rasé les murs de cette manière, parce qu'en fait, il y avait peu de personnes dans mon entourage, voisinage, qui étaient au courant. Notamment, il fallait que j'aille chercher mon petit à l'école parce que il prenait pas les transports. Enfin voilà, l'école n'est pas loin. Et c'est vrai que ça a été un peu le chat et la souris. Enfin, c'était vraiment vous voulez croiser personne parce que ça allait tellement pas. Et puis en fait, c'est dans ces périodes-là la question de comment ça va. En fait, on fait tout pour l'éviter parce qu'en fait, on n'a pas envie d'y répondre parce que ça va pas du tout, en fait. Et puis parce que voilà, j'étais tellement à fleur de peau que c'était pas la peine, en fait. Moi, dès que je commençais de parler, en fait, je me mettais à pleurer. Enfin, c'était la cata, c'était pas moi. Et comment tu l'expliques que ce moment-là, comment on en arrive, tu vois,
en tant que professionnel, tu travailles et puis un jour tu arrives à cet état d'épuisement. Comment tu le vois maintenant avec le recul qui est le tien? J'ai peut-être pas écouté suffisamment mon corps qui m'a envoyé beaucoup de messages, mais en fait, on lutte. Moi, en fait, je m'en rends compte maintenant, j'ai toujours eu mon patient a toujours en général, hein, mais mon patient a toujours été au cœur de ma prise en charge et pour moi, même si je voyais mes conditions de travail qui se dégradaient, hein, clairement, même si l'AREA, on va dire que je pense quand je parle de ce que moi j'ai connu, mais je pense que c'est les services un peu en général parce qu'on est nombreux et que, du coup, on n'a pas souffert tout de suite du manque de professionnels par rapport à nos autres collègues dans les services plus classiques où là, eux, ça a été, c'est survenu plus tôt. Mais nous, c'est arrivé un peu plus tard et en fait, je me suis toujours employée à faire en sorte que mon patient ne paye pas les pots cassés de tout ça, quoi. Quand tu dis tout ça, c'est quoi tout ça? Des pots cassés, en fait, des réductions de réduction de personnel, on vous en demande toujours plus, des vérifications pour, par exemple, alors on travaillait un peu sur ordinateur, mais on était encore un peu en transmission écrite, mais on commençait à faire un peu sur les logiciels écrits. On était un petit peu plus en retard parce que le souci, c'est que sur des rendus de bilan à jour, il y a eu un couac pour un patient. Donc nos médecins, du coup, ont été très très réfractaires par la suite pour repasser sur des trucs informatisés parce que c'était donc c'est pour ça que ça a mis du temps. Et là, en fait, on faisait quelques transmissions sur l'ordi, mais on gardait quand même un support papier. Mais pour différentes choses, des transfusions de sang, on passait sur un autre logiciel. Donc du coup, fallait se loguer, fallait des mots de passe. À chaque fois, c'est chronophage et ça devient chiant, quoi. C'est pas le cœur de notre métier, quoi. Et C'était puis quoi parce pour toi qu'après, le cœur voilà, de ton métier justement? C'était quoi pour toi le cœur du métier d'infirmière réa? d'être auprès de mon patient, quoi, et de passer un peu plus de temps avec eux parce que fonction des phases, fonction de ce qui les amène, et des fois ils ont besoin d'avoir quelqu'un à côté d'eux pour parce que c'est super, c'est fonction des motifs d'entrée, c'est super angoissant, quoi. Je pense que c'est important, voilà, parce que du coup, tu vois, tu connais bien ce que c'est qu'une infirmière réa, tu vois, mais je pense que pour beaucoup de gens, ou pour comme moi, enfin moi, Ouais. j'en ai une idée que très vague. C'est une infirmière réa, elle fait quoi et toi, tu le vis, enfin pour toi, c'était quoi d'être une bonne infirmière réa? Et c'est de pas oublier ton patient qui est derrière tout plein de machines, ou derrière beaucoup de technologies, et ça c'est pas évident quand on arrive parce que c'est vrai que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai démarré, j'ai fait toute ma carrière quasiment en réa, donc j'étais un petit poupon quand je suis arrivée, mais on m'a appris mon métier. Mes collègues dinosaures qui étaient là déjà depuis un moment m'ont appris le métier, toutes les valeurs, toutes les choses à connaître pour être le plus efficace. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours pas vexé, mais c'est marrant parce que quand on me disait ah mais en réa il y a pas de communication et ils sont tous intubés. Ah! Si, justement, sauf qu'en fait, c'est aux professionnels de se réinventer et de trouver, d'autres moyens parce que oui, effectivement, quand on a une sonde trachéale, le système est fait que vous ne pouvez pas parler parce que si le patient vous parle, c'est que là, il y a un problème et faut être imaginatif et en fait, faut communiquer d'une autre manière. Donc ça passe tout par le non-verbal et puis, après, on a l'habitude, on connaît après les demandes. On arrive, avec l'expérience, on sait plus facilement répondre à un patient qui est en train de s'agiter parce que souvent, on sait, c'est l'angoisse de ne pas pouvoir parler, c'est le besoin d'aller faire pipi et voilà. Et du coup, si vous êtes attaché parce que ça, c'est important, en fait, c'est pas de la tâche parce qu'on est des méchants, c'est qu'il y a tout un dispositif, les sondes, les voies centrales, tout ce qui est voie de perfusion. J'essaie de me prendre des mots qui soient simples, mais tous ces dispositifs, ils sont super important. Et voilà, en fait, on est obligé de sécuriser le patient. Alors moi, je leur expliquais toujours, hein, je mets des attaches sur vos mains. C'est pas parce que je suis méchante, c'est juste parce que quand vous vous endormez, que vous vous réveillez, que vous vous rendez compte que vous avez un tuyau au fond de la bouche, vous pouvez pas parler. Donc forcément, votre réflexe, il est complètement humain. C'est de vouloir enlever ce qui vous gêne. Quand on est dans la phase où il faut surtout pas l'enlever, parce que s'ils arrachent le tuyau, soit ça passe et puis c'était trop tôt, ça casse et à ce moment-là, il faut repartir en arrêt. Il faut réintuber et ça peut prolonger le séjour. Donc après, une fois expliqué, moi, c'est comme ça que je le pratiquais et que je le voyais, c'est expliquer tout ce qui se passe autour pour que la personne, en fait, elle soit rassurée le plus possible, quoi. Parce que juste pour un peu clarifier et voir si je comprends bien, donc les infirmières réa, donc c'est les infirmières en réanimation. Donc vous êtes dans les services
de personnes qui ont subi des chirurgies plus ou moins lourdes et qui donc sont en phase de réveil. Et vous devez faire cet accompagnement-là, ou c'est encore autre chose, le monde de Et la alors réa? ça, ce que tu parles, je dirais que c'est plus le soin intensif. Les D'accord, soins, ce qu'on appelle souvent couramment le SIPO, mais je sais plus, je crois que ça s'appelle autrement maintenant, parce qu'en fait, on aime bien changer tous les trucs, comme ça tout le monde s'y perd. La réa, c'est plus, enfin moi, c'était une réa médicale, à orientation d'accord. médicale, mais après il y a les réanimations à orientation chirurgicale. Donc nous, la particularité, moi j'en étais à la réa des urgences, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce qui décompensait les personnes insuffisantes respiratoires, qui décompensaient sur leur pathologie, donc qui s'aggravait, qu'il fallait mettre sous machine, alors soit par le biais d'un masque, le temps de leur faire passer un cap, ou parfois, quand le cap il se passe pas, on est obligé d'intuber et du coup d'endormir. Donc en fait, si on va jusqu'à l'intubation, c'est des gens qu'on va endormir sous anesthésie, et puis voilà, on va réparer entre guillemets ce qui va pas, l'infection pulmonaire, les grippes par exemple, le Covid du coup. Et puis, ouais, nous, c'était plus orientation médicale. L'autre qui était sur orientation chirurgicale, eux, travaillaient plus parce que le centre hospitalier où j'étais, il y avait un grand pôle au niveau de la chirurgie cardiaque, donc c'est eux qui géraient plus ces chirurgies. Mais ça pouvait arriver qu'on récupère des fois des patients qui étaient pour eux parce que si leur service débordait, il fallait bien prendre en charge les patients. Et après, les thérapeutiques, c'est de la dialyse, qu'est-ce qu'il y a de plein d'autres? Ouais, après c'est un peu technique, mais les ECMO, c'est quand on peut plus être efficace sur les ventilations. En fait, les ECMO, c'est une circulation extracorporelle. C'est l'équivalent plus ou moins de quand ils font des chirurgies cardiaques, sauf que nous, on les utilisait sur un plan respiratoire. Donc voilà, c'est vraiment des thérapeutiques des fois qui sont quand même assez pointues et ça nécessite de connaître un petit peu. Et puis quand il y a un patient qui est conscient dessous, c'est quand même bien de lui expliquer tout ce qui se passe parce que en général, quand vous atterrissez dans ces services, soit vous êtes endormi en y rentrant, soit on va vous y endormir. Enfin voilà, il y a quand même tout un gros stress derrière et voilà, c'est des gens qui se réveillent un peu en panique souvent. Ton job à toi, donc c'était l'accompagnement de ces patients qui sont dans ce service-là, et donc à la fois de la mise en route, enfin de l'accompagnement, du suivi de ces patients-là. Qu'est-ce qui, dans ton travail, venait t'empêcher, ou qui t'a amené en tous les cas à craquer, c'est-à-dire à être angoissé par la suite? Le fait de se battre contre le vent, voilà. C'est-à-dire, quel vent? Et la perte de sens, en fait, de s'employer à faire son boulot, de continuer de le faire comme il faut, et puis de se rendre compte que, en fait, il y a rien qui change dans les conditions, on vous en demande toujours plus. Moi, ce qui me dérangeait des fois, c'est que parfois, si ça poussait au portillon entre guillemets, et on pouvait amener le patient qui était sur la voie de la sortie, qui devait partir, on va dire à 15 heures, qui était attendu dans tel service, et des fois, en fait, c'était de l'expédition. C'est-à-dire qu'en gros, on le mettait sur le pas de porte pour faire rentrer le prochain. Il y a d'autres solutions en attendant. Enfin, un patient, même grave, il n'est jamais tout seul. Enfin, le SAMU le prend en charge. Il y a ce qu'on appelle une salle de déchaud. Enfin, il y a quand même beaucoup. Et ça, ouais, c'est compliqué de dire aux gens, en fait, vous deviez partir à 15 heures, mais finalement, en fait, vous expédiez entre-temps, parce que du coup, on récupère le lit. Enfin, ouais, c'était un truc. Et, J'avais et, du mal. et c'était qui te demandait d'expédier? C'était le médecin? Quand C'était... j'ai expédié, c'est mon Oui. terme, hein, bien sûr. Oui, c'est la pression, ouais, médicale, quoi, parce que bien souvent, en fait, paramédical, on a vision, enfin, on est sur le terrain, et puis il y a la vision médicale, et une fois, ouais, ça s'entrechoque parce qu'on voit pas le boulot pareil. Nous, ce qu'on trouvait enfin, moi, des fois, ce qui nous agaçait beaucoup, c'est quand on avait un service qui était plein avec des patients qui, on va dire, entre guillemets, allaient mieux. Et pour qui, en fait, globalement, ils étaient plus ou moins tous sur la voie de la sortie, donc pour lesquels, dans les soins qu'on avait à faire, c'était du nursing. Le nursing, c'est prendre soin des gens, les laver, les tourner régulièrement pour pas qu'ils fassent l'escarpe. Moi, j'ai le souvenir d'une entrée, c'était à 4 heures du matin, donc un œil là, un œil là, parce qu'en plus, la nuit, elle avait été quand même bien. Et notre petit médecin nous dit, ouais, en fait, on va ouvrir le 17e lit, parce que notre service était composé de 15 lits. Et cette fois-là, 4 heures du matin, il y a eu une entrée qui profile. Le médecin réfléchissait parce que du coup, le service était déjà à 16 lits, donc, et on était surtout plus en nombre derrière, parce qu'après, il y a des ratios et il faut les respecter. Et voilà, souvent, les décisions, c'était, ils regardaient leur relève et c'était, ouais, bon, c'est bon, en fait, il y a que du nursing. Enfin, en gros, il y a rien à faire, quoi. Et c'est ces patients-là qui, au fond,
je dirais pas qu'il vous occupe plus, mais presque, quoi. Parce que quand vous avez la personne qui est désorientée et qu'il faut quand même surveiller un peu comme le lait sur le feu, parce que même si vous avez pris toutes les précautions pour le sécuriser, eh ben, pendant que vous êtes occupé à autre chose, il peut se passer des choses. Les personnes qui ne sont pas autonomes pour aller aux toilettes, voilà. Parce que quand ils sont pris de diarrhée profuse et compagnie, eh ben, il faut bien s'occuper. Et voilà. Et toutes ces choses-là, ben, c'était toujours, ouais, vexant parce que c'était pas pris en considération et en fait, on faisait pas rien, quoi. On était occupé par ces personnes-là. Donc ouais, c'était pénible de voir de le voir sous son angle et pas de prendre la réalité des choses en considération à 100%, quoi, surtout. Enfin, je sais pas si je suis claire. Ce que je comprends en tous les cas, c'est que en fait, pour eux, c'était juste un lit de plus à rajouter pour une personne qui, a priori, ne nécessitait pas de grands soins. Sauf que ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'il y avait tout il fallait prendre soin de la personne et prendre soin de cette personne. Et ben Ça demandait. sur les en fait l'entrée qui allait arriver avait besoin de soins techniques et du coup en fait ce qu'ils regardaient c'était l'ensemble du service en se disant bah ouais alors lui oui bah là il va mieux, il va être sortant, tac tac tac. C'était ça en fait le côté nursing où c'est ceux qui restaient ils disaient ah oui bon bah là ça va machin, alors que en fait bah c'est rajouter un patient qui rentre, qui est lourd, qui va occuper, bah ça rajoute de la charge de travail et en fait bah ça s'alourdit très vite et ça peut devenir très très vite compliqué, quoi. Et t'as déjà vécu des moments où tu t'es senti dépassé par cette situation, où tu voyais qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de soins, ou par exemple, tu parlais de diarrhée, donc qui s'était fait caca dessus, et de l'autre côté, toi, t'avais encore d'autres soins à faire et qu'il y avait personne pour répondre. Enfin, je sais pas, j'imagine. Oh, bah ça, c'était toujours, quand c'était des grosses journées bien compliquées, ça, c'était toujours comme ça que ça se configurait. Mais le fait de se sentir dépassé, ça, ouais, c'est là que j'ai commencé de prendre conscience que ça allait plus pour moi, parce qu'en fait, c'est quand je faisais mon petit listing tout à l'heure, et je revois ces situations parce qu'elles m'ont vraiment marqué. En plus, c'est fou parce que c'est arrivé dans la même chambre, et c'est arrivé après plein d'événements perso. Donc, en fait, en fait, j'ai le souvenir d'une entrée qu'on a fait à 4 heures du matin. On travaillait de nuit à ce moment-là. La personne qui est rentrée s'est dégradée dans les services. Donc voilà, on a sorti toute l'armada, enfin, du coup, intubé, et puis toute la grosse artillerie, entre guillemets, parce qu'elle dialysait, enfin, elle avait vraiment une grosse assistance au niveau réanimatoire. Parce que oui, ça se dit. Et donc, on l'a quitté à 7h30. Quand je suis revenue le soir, en fait, donc mon médecin référent qui faisait la garde était avec la famille, l'époux de cette dame qui avait une 60aine d'années, et avec les fils. Et en fait, voilà, la situation allait très très mal évoluer malheureusement parce que, enfin voilà, la situation était pronostic, il était dramatique. Et je me suis retrouvée dans ma chambre. Alors j'étais de dos à eux pour préparer mes injections aux 20 heures. J'ai pas voulu les déranger, je les ai salués, mais voilà, j'étais à côté. Et en fait, au fur et à mesure que mon médecin expliquait la situation, voilà, on était en train de dresser le tableau qui était noir, mais pour être le plus honnête possible. Et ben, je me suis retrouvée avec les larmes aux yeux et là, je me suis dit, waouh, 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 waouh. Donc, j'étais de dos, ça m'arrangeait très bien. Mais ouais, là, je me suis dit, qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'en fait, cette dame, je la connais pas. Enfin, ni en noir, ni en blanc. Et pourquoi, en fait, ça m'atteint comme ça? Donc, j'ai pris sur moi et je me rappelle plus parce que après, je me rends compte qu'il y a des choses que mon cerveau, il a zappé. Quand je réfléchis à ça, je me dis, mince, tu t'en rappelles plus. Et dans cette même chambre un jour, alors là, ça a été le dépassement total parce que la charge de travail, elle était plus du tout équilibrée. Et moi, je me suis retrouvée donc avec le patient qui était dans cette chambre-là qui dialysait. Et les dialyses, enfin, il y a deux systèmes il y a deux types de dialyse, continue, discontinue. Pour la faire courte, la discontinue, c'est des personnes qui vont en dialyse, qui sont dialysées chroniques. En fait, ils vont sur des séquences de 3 à 4 heures, grosso modo, en centre, et du coup, la machine, elle va tirer beaucoup, parce qu'en fait, elle doit épurer un maximum de sang. Sauf que ce type de dialyse, on les utilisait, mais on ne pouvait pas les utiliser pour tout le monde, parce que, parfois, quand les patients, ils arrivent en choc hypotentionnel, enfin, qu'ils ont une tension à la chaussette, vous pouvez pas vous amuser à tirer aussi fort. Donc, on avait d'autres dispositifs, des dialyses continues, qui étaient beaucoup plus douces et qui nous permettaient d'épurer, en fait, sans effondrer les tensions, enfin voilà, pour les maintenir. Et ce monsieur, quand je l'ai récupéré le matin, on nous passe les relèves, ce monsieur, donc la dialyse, elle est plaquée. C'est-à-dire qu'en fait, tout le set, il faut tout remonter. Et mon collègue me dit, ça a été compliqué parce que c'est un monsieur qui avait un réseau artériel et veineux, c'était très compliqué de mettre les cathéters. Donc du coup, il fallait attendre avant de rebrancher et c'était de la dialyse continue. Là où donc ça partait mal. Et mon petit docteur, quand il est arrivé derrière, il me dit on va partir en discontinu. Donc là, je l'ai regardé et je lui dis mais t'es sur le point parce que si déjà on n'y arrivait pas en continu et c'était dos, on va dans le mur. Mais bon, voilà. L'infirmière a parlé, le médecin a parlé.
Donc bon, ben, voilà, ça aussi, appliquer des trucs où, en fait, devoir agir comme un robot, alors vous savez très bien que ce qu'on est en train de vous dire, enfin, votre expérience vous dit que ça va pas le faire, mais bon. Et en parallèle, j'avais une autre dame qui était intubée et ventilée, qui était sous machine. Mon collègue, me fait sa relève et normalement, ça devait rouler. Il ne devait pas y avoir de souci. Sauf que malheureusement, cette petite dame, s'est dégradée en cours de route et moi, j'étais occupée de l'autre côté et en fait, tout s'est enchaîné et en fait, à un moment, je me suis retrouvée dépassée, mais à un point, c'était mais pas possible. Jusqu'à un moment, même, j'ai un collègue qui me dit: «Mais comment ça se fait que tu es les 2 plus lourds du secteur?» Je dis: «Mais c'est que c'était pas parti comme ça au début» et on a vu un remaniement, en fait, de service. Donc on avait accueilli de nouveaux collègues qui étaient en courte formation. Donc c'était très compliqué de se répartir parce que, on va dire, les anciens prenaient les plus lourds pour que les autres puissent travailler sans être trop en difficulté. Et en fait, ça avait du mal à avancer. C'était 14 heures, je crois. J'allais brancher ma dialyse. Mon petit docteur, il arrive et en rigolant, il me dit: «Mais du coup, la dialyse, elle est pas branchée». Mais lui, c'était l'humour. Et en fait, moi, ça a commencé de monter. Pourtant, je n'étais pas d'une nature agressive, mais alors là, vraiment, il a piqué là où il fallait pas. Et du coup, de manière humoristique, mais très, ouais, enfin, c'était ironique. Je lui dis: «Comme tu peux le voir dans la chambre, à part moi, toi et le patient qui dort, il y a personne d'autre et pour mettre le dispositif en route, c'est stérile. On monte la machine et après derrière, la personne, donc moi, va mettre ses gants stériles, c'est bien stérile pour brancher toutes les connexions et il me faut quelqu'un à côté qui va tout me donner, la paire non stérile, mais qui va tout me donner pour que je puisse faire mon travail. Ça va, je vous perds pas?» J'arrive à suivre en tout cas, ce que j'entends de manière assez impressionnante dans ton quotidien de métier, c'est toute cette urgence à traiter et le poids et la responsabilité qu'on laissait sur tes épaules de situation. Là, tu gères la vie de personne, quoi, derrière. S'il avait ce système de dialyse, c'est que ce monsieur, en fait, n'épure plus avec ses reins, tout seul. Donc ça veut dire qu'on peut tolérer un temps sans dialyse, mais il va pas falloir que ça dure ad vitam aeternam parce que comme il ne fait plus pipi, ses reins ne travaillent plus, donc en fait, il faut prendre le relais avec les machines. Donc voilà, il y a toute cette attente. Et donc mon petit docteur, comme je lui ai dit, comme tu peux le voir dans la chambre, en fait, on est que tous les deux. Voilà, parce que le patient, il va pas bien pouvoir m'aider parce que du coup, il est intubé, ventilé, sédaté. Donc voilà, et là, en fait, il a, je pense, senti que il avait non, mais je disais pas ça pour te mettre la pression. Je dis: «Non, mais en fait, on est 3 tours pour partir prendre nos pauses repas, c'est-à-dire que ça commence à 11h30, à 12h30, à 1h30. Je dis: moi, je suis partie tout de suite à 11h30 parce que comme j'avais beaucoup de boulot pour être sûre d'avoir quelque chose dans le ventre, même si je suis partie qu'une demi-heure pour avancer sur tout le boulot que j'avais. Et ma petite collègue aide-soignante, elle est en train de prendre son repas. Donc voilà, j'ai personne et tous les autres, on tournait à moitié d'effectifs pendant ce temps-là. Enfin, il fallait bien et chacun, du coup, sur un secteur, il restait une infirmière, un aide-soignant avec les 5 patients. Donc il y a un moment, quand on est dans ce ratio-là, il faut se débrouiller et moi, j'avais personne pour m'aider. Donc voilà, et on allait monter, je me souviens, à la dialyse. Donc c'est une de mes collègues qui m'a remplacée auprès de votre petite dame pour laquelle je ne pouvais pas aller parce qu'ils ont rééquipé, ils ont remis les cathéters, tout ça, et moi je pouvais pas parce que j'étais sur autre chose à côté. Et à un moment, une autre interne arrive avec le téléphone et arrive dans la chambre et dit: «Pour madame untel, qui s'en occupe? Le scanner est en train d'appeler, il faut la pousser au scanner». Et là, vous êtes là et là, ça a été vraiment le moment où, heureusement que j'avais tout mon attirail, mon petit calot, mon petit masque, ça m'a bien arrangé parce que là, en fait, les larmes, elles sont parties. Et quand ils étaient en train de la conditionner, je suis vite allée voir. Donc, j'ai une de mes collègues qui a pris le relais et qui m'a emmené ma patiente au scan. Mais en fait, vous avez une culpabilité énorme parce que vous vous dites: «Waouh, en fait, c'est moi qui m'en occupe, j'en suis responsable. En fait, je suis même pas capable, je peux pas l'emmener, mais en même temps, je ne suis pas Shiva, comme je dis». Et c'est ma collègue et amie qui me l'a emmenée. Et quand elle est revenue du scan, je suis allée la voir pour voir où c'en était. Et je suis rentrée dans la chambre, donc ouais, voilà, j'avais mon masque, j'avais mon calot, je suis arrivée et ma collègue me regarde. À un moment, je dis: «Ça, comment ça s'est passé tout ça?» Et à un moment, elle me regarde et elle me dit: «Mais ça va pas?» Et là, en fait, elle me dit: «Mais tu pleures ça?» Et là, je lui dis: «J'en peux plus, j'en ai plein le cul», en parlant poliment, bien sûr. Je lui dis: «Je peux plus». Je lui dis: «En fait, faut pas qu'il y en ait un qui me dise casse-toi parce que là, je crois que je suis capable de tout envoyer bouler après 20 ans de carrière consciencieuse, rigoureuse. Là, je crois que je suis capable de tout envoyer bouler, je peux plus, j'y arrive plus. Je sais pas, il faut que je sois ici, il faut que je sois là-bas. Je peux pas être dans les deux endroits en même temps, c'est pas possible». Et vraiment, cette journée-là, elle est restée gravée parce que
Orléans-Polymans, c'était une belle journée de merde et de dépassement. Enfin, ça fait mal, quoi, parce que vous dire que vous avez 20 ans de boutique et qu'en fait vous vous faites dépasser. Mais voilà, après mon collègue, quand il m'a relayé le soir, voilà, lui aussi, ça a été sa première réflexion. Enfin, il dit: mais comment ça se fait que c'est toi qui avais les deux plus lourds? Je lui dis: mais c'est que c'était pas détectable au début, c'est qu'on a démarré avec un qui était un peu plus lourd, le monsieur en question. La dame, c'était pas censé se dégrader, mais c'est les aléas aussi de l'AREA, c'est que c'est pas parce que ça roule que ça peut pas se dégrader à n'importe quel moment. Et des fois, on sent venir les choses et parfois, ça peut basculer, même avec toute l'assistance. Et ça peut vous remuer, vous perturber tout un poste. Ouais, dès là que j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait, que ça allait plus du tout pour moi, enfin qu'il y avait, là il y a une usure, enfin il y a un truc qui tournait plus rond, quoi. Enfin, ce que j'entends, c'est... Alors après, je sais pas comment c'était au début de ta carrière, si c'était mieux. Peut-être que les conditions de travail étaient un peu meilleures et que vous aviez... Il faut pas le dire. Hein? Faut pas dire avant c'était mieux. Voilà. Mais On en va tout dire cas, c'était différent. mais ce qui là s'entend, c'est que il y avait une forme d'organisation qui était pas... Il y avait pas les moyens humains et matériels nécessaires pour accumuler, pour traiter la charge de travail que vous aviez. Ou alors, il n'était prévu que les cas comme si tout se passait bien. Mais alors, si jamais il y avait le malheur d'avoir des urgences, des petits cailloux dans les rouages, là, le seul moyen de compenser, c'était de faire appel aux professionnels qui allaient travailler très dur et beaucoup s'engager pour pouvoir compenser tout ça. Après, ce que j'entends, alors autant ça peut arriver une fois, mais peut-être que c'était assez fréquent pour que ça arrive à être très régulier, pour que tu en arrives à craquer et à pleurer. Je veux dire, bon, se faire dépasser au travail, ça arrive, bon voilà. Ouais, ouais. Mais quand c'est tout le temps, c'est plus difficile quand même. Là, ouais, non, c'était devenu, moi, à la fin, oui, c'est cette perte de sens quand je le lis des fois au travers de documents, de posts, mais c'est réellement ça, quoi. La perte de sens au final, qu'est-ce que je fous ici, quoi? Enfin, je fais plus le métier qu'on m'a appris il y a 20 ans. Enfin, ouais, ça a plus de sens ce que je fais. J'ai l'impression d'être devenu un robot, un mouton, et ça, enfin, c'est pas moi, quoi. Ça va plus, enfin, mes valeurs, voilà, c'est complètement, c'est pas du tout respecté et ça va pas, ça me plaît plus, quoi. C'est pas, enfin moi je l'ai toujours dit, c'est mes patients, c'est pas des boîtes de conserve, quoi. C'est des humains qui sont dans les lits et il y a des fois on va passer plus de temps sur le relationnel parce que ce pourquoi les personnes sont là, elles vont être plus angoissées. Enfin je veux dire, c'est pour tout le monde. Quand on est à l'hosto, c'est jamais bien drôle. Donc et en plus quand vous êtes dans des services où c'est un peu plus pointu parce que les problèmes sont beaucoup plus importants. Parfois, il y a de quoi, ouais, il y a de quoi angoisser et du coup, voilà, il faut prendre le temps. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir passé, une fois pour calmer une dame, parce que j'ai une collègue qui me disait: «Mais, qu'est-ce que tu fais dans cette chambre?» Et en fait, c'était un souci d'hémorragie ménagée. Et quand il y a, voilà, un vaisseau qui claque et que ça fait une hémorragie, ça fait super mal. Voilà, donc elle était en surveillance. Elle a eu la chance de ne pas être intubée. Elle a pu avoir les traitements, les embolisations, tous ces faits. Voilà, à chaque fois, elle a été réveillée et présente. Mais par contre, les gens, ça les met dans des états algiques. C'est une horreur. Et cette dame, en fait, elle criait. Elle criait, ça allait pas du tout. Et en fait, je m'étais rendu compte que quand j'étais vers elle, en fait, elle était posée. Et puis, donc, ça s'en est fini, que comme mon autre patient, vu que c'était mon poste de nuit, et que mon autre patient, tout allait bien, c'était calé. Et puis, bon, après, on a beaucoup d'appareillage, donc on peut surveiller d'une chambre à l'autre, donc c'était pas le souci. J'ai fini par passer une partie de ma nuit, en fait, à ses côtés. Parce qu'en fait, elle était dans un état de douleur et de stress. C'était horrible, en fait. Enfin, je sais pas, quand on est humain, donc voilà, c'est ça aussi. Enfin, c'est pas que de la technique, c'est aussi être là, ouais, pour rassurer les gens. Et si la présence, peut avoir un côté, antalgique, tant qu'à faire, voilà, c'est bénéfique pour elle et puis, c'est bénéfique pour tout le monde parce que, un patient qui crie dans un service, c'est aussi une angoisse énorme pour ceux qui sont à côté, quoi. Parce que, si on se met à la place de quelqu'un, enfin, voilà, imaginez que vous entendez quelqu'un qui hurle, pendant que vous êtes hospitalisé, je pense que ça a de quoi tenir en souci. Puis forcément, ça en agace certains aussi professionnels, donc ouais, tout mis bout à bout. T'avais l'impression qu'on attendait de toi que tu sois un robot au travail, c'est-à-dire que tu perds tout ce côté un peu, moi que je qualifierais d'humanité, hein, c'est-à-dire voilà, je travaille avec des êtres humains et donc du coup je m'intéresse, sachant que c'est un milieu particulier, infirmier aussi infirmière, vous êtes beaucoup confronté à de la souffrance physique et aussi même plus la mort aussi et du coup faut apprendre à gérer cette souffrance parce que c'est votre quotidien quelque part. T'avais l'impression qu'on attendait de toi en tous les cas que tu deviennes un... Et c'est la fin de ce premier épisode.
Dans la deuxième partie, Juliette reviendra sur les événements personnels qui ont pesé, le deuil, le Covid, la prise de conscience et ce moment où elle choisit enfin de partir. À suivre. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ce témoignage vous aura touché, fait plaisir ou simplement parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Facebook pour rester connecté. Prenez soin de vous et à très vite.